Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter le lemme de Gourza, qui est un lemme très important en analyse complexe puisqu'il permet de démontrer le théorème intégral de Cauchy, qui lui-même a des très grandes applications, des très grandes conséquences en analyse complexe. Donc je vais commencer par énoncer le théorème de Gourza, le lemme de Gourza, ensuite le démontrer, et dans une prochaine vidéo j'énoncerai et démontrerai le théorème intégral de Cauchy. Donc le lemme de Gourza nous dit que si on prend un ensemble U ouvert, que l'on prend une fonction f définie sur U à valeur complexe, et cette fonction doit être holomorphe. Donc holomorphe, ça veut dire que c'est une fonction dérivable au sens complexe. Donc si on prend une fonction f holomorphe et un triangle delta fermé, donc sous ensemble de U, alors l'intégrale sur le bord du triangle, donc l'intégrale sur la courbe définie par le bord du triangle de la fonction f des z égale à 0. Donc, pour démontrer ce théorème, on va procéder de la façon suivante. On va diviser le triangle delta. Donc je vais illustrer ce triangle delta. Je vais le diviser de la façon suivante. Je vais couper chacun des segments en deux et je vais relier ces points. Et de cette façon, j'ai défini 4 nouveaux triangles que je vais appeler delta exposant 1, donc à différencier avec delta indice 1 qui serait comme ça, puisque je vais utiliser cette notation après. Donc en 4 triangles delta exposant 1, delta 2, delta 3 et delta 4. Voilà. Bien, pourquoi je divise tous ces triangles? C'est parce que, qu'est-ce que j'aimerais calculer? J'aimerais calculer l'intégrale sur le bord de delta de f, et j'aimerais montrer que c'est égal à 0. Donc, je vais utiliser ces 4 sous-triangles parce que je vais remarquer quelque chose sur leur somme. Donc si je somme sur ces 4 triangles, les intégrales, donc delta j, f des z. Qu'est-ce que c'est? Donc je vais sommer les intégrales. Je vais d'abord intégrer sur delta 1, donc je vais aller dans ce sens, parce que je vais intégrer dans le sens trigonométrique, évidemment, c'est le sens usuel d'intégration sur une courbe. Donc je vais toujours intégrer dans le sens trigonométrique. Ensuite, j'ai intégré sur delta 2, donc dans ce sens-là aussi. Ensuite, j'ai intégré sur delta 3, etc. Donc jusque-là, pour les 3 courbes que j'ai dessinées avec des flèches bleues, aucune ne se recoupe. Donc jusque-là, j'ai simplement additionné les intégrales sur tous les segments possibles que j'ai dessinés là sur le dessin. Mais maintenant, si j'intègre sur delta 4, je vais recouper, puisque delta 4 et delta 1 ont un segment commun, donc il y a 3 segments communs. Donc quand je vais intégrer sur delta 4 dans le sens trigonométrique, je vais aller dans ce sens-là. Donc je vais aller à un moment dans ma première intégrale dans ce sens, et ensuite, quand je vais additionner avec une autre intégrale, je vais retourner dans ce sens. Et exactement de la même manière pour les deux autres segments. Donc en fait, ces intégrales vont s'annuler exactement de la même façon que quand j'intègre de moins 1 à 1, et qu'ensuite j'intègre de 1 à moins 1, les intégrales valent 0. Donc il nous reste uniquement l'intégrale sur le bord de delta. Donc en fait, c'est bien l'intégrale qu'on cherche, c'est l'intégrale sur le bord de delta de f. Mais maintenant, j'aimerais montrer quelque chose par rapport à la valeur absolue de cette intégrale, et j'aimerais montrer que cette valeur absolue est 0. Donc après, je vais itérer, etc., et je vais montrer que c'est en fait plus petit quelque chose qui tend vers 0. Donc l'intégrale sur le bord de f, sur le bord de delta de f des z, en valeur absolue, est plus petite ou égale à la somme des intégrales, donc la somme des valeurs absolues des intégrales sur les bords delta j. Voilà.
Donc ça, c'est l'inégalité triangulaire. Quand je fais la valeur absolue de la somme, c'est plus petit ou égal à la somme de la valeur absolue. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir un triangle. Ce triangle, je vais l'appeler delta 1. Donc, je vais choisir le delta 1, un triangle delta 1, parmi les triangles delta 1, delta 2, delta 3, delta 4, tel que l'intégrale de f en valeur absolue sur ce triangle est plus grand ou égal à toutes les autres pour tout j, entre 1 et 4. Donc en fait, je vais choisir le triangle dont l'intégrale est la plus grande, tout simplement. De telle façon que quand j'intègre maintenant f sur le bord de ce triangle delta, cet est plus petit ou égal à la somme sur j de 1 à 4 des valeurs absolues des intégrales. Mais maintenant, par cette inégalité, je vais dire que chacun est plus petit que delta 1, et puisque j'en ai 4, bah, c'est tout simplement plus petit ou égal à 4 fois l'intégrale sur le triangle delta 1 que j'ai choisi. Donc, on a trouvé, donc c'est sur le bord de delta, là c'est sur le bord aussi. Donc on a trouvé un triangle delta 1, et on a trouvé une relation donc entre le triangle delta initial et le triangle delta 1 que j'ai trouvé. Mais maintenant, qu'est-ce qui m'empêche de réitérer tout ce que j'ai fait sur delta, mais maintenant sur delta 1? Puisque on avait initialement notre triangle delta, ça c'est notre triangle delta. On a ensuite trouvé un delta 1 quelconque, donc là je vais dire par exemple que c'est celui-là, delta 1 qui maximise les intégrales, donc je vais dire que c'est celui-là. Mais maintenant si je zoome sur ce delta 1, c'est exactement comme par le passé avec delta, je peux trouver un triangle delta 2 qui maximisera les sous-intégrales sur les sous-triangles de delta 1. Donc, je vais choisir par exemple le triangle, j'aurais dû dessiner en bleu, mais c'est pas grave, le triangle par exemple celui-là, mais je le choisis pas, hein, je le détermine par son maximum. Quel est le triangle maximal, voilà. Et celui-là, bah, ce sera le triangle delta 2. Et alors, pour l'intégrale sur delta 1 de f des z, exactement de la même façon que je l'ai fait pour l'intégrale sur delta, ce sera plus petit que 4 fois l'intégrale sur le bord de delta 2, donc en valeur absolue. Donc, en fait, on trouve que l'intégrale sur le bord de delta est plus petit ou égal à 4 au carré fois la valeur absolue de l'intégrale sur le bord de delta 2. Et si je continue à itérer de la même façon, ce sera plus petit ou égal à 4 puissance n fois l'intégrale sur le bord delta n. Voilà. Donc ça, c'est ce qui nous permet de trouver une première inégalité. Donc vous voyez que maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est faire tendre n vers l'infini. Mais il manque encore quelque chose, puisqu'on a encore une dépendance en n ici. Donc on va se débarrasser de cette dépendance en n de la façon suivante. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que chacun des delta n est construit d'une certaine façon, tel que le delta n suivant est sous-ensemble de delta n. C'est exactement ce que j'ai montré là. Si on a un triangle delta n, le delta n plus 1 se trouvera par exemple ici, donc il est bien sous-ensemble du delta n. Et évidemment, par construction, chacun des delta n est fermé. Donc si je prends l'intersection de i égale 1 jusqu'à l'infini
de tous les triangles qu'on a considérés delta i, alors il existe justement un Z0 qui appartient à cet ensemble. Il est non vide, évidemment. Donc, puisqu'il est non vide et que cette intersection est aussi un sous-ensemble de U, f est différenciable et complexe différenciable, donc au sens complexe, en Z0. Donc en particulier, dans un voisinage de Z0, un voisinage suffisamment petit pour être dans le triangle delta n, on peut dire que f de z égale f de z0 plus f' de z0 fois z moins z0 plus un petit taux de la différence z moins z0. Voilà. Donc ça, c'est juste le développement limité, mais là, dans les complexes. Et pourquoi on fait ça? Parce que maintenant, l'intégrale sur le bord de delta de f dz peut être écrite, donc je réécris simplement 4 puissance n fois l'intégrale sur le bord de delta n. Mais maintenant, j'écris f. Donc j'écris f de z0 plus f' de z0 fois z, c'est pas plus, hein, là c'est moins, fois z moins z0 plus le petit taux de z moins z0 dz. Donc ça, maintenant il faut remarquer quelque chose, donc évidemment inégalité triangulaire, 4 puissance n fois l'intégrale sur le bord de delta n. Je vais séparer les deux intégrales, donc de telle façon. Voilà, donc là j'ai juste séparé les intégrales, hein. C'est tout à fait faisable. Donc il manquait la valeur absolue là. Et maintenant j'utilise l'inégalité triangulaire, donc f de z0 plus f' de z0 fois z moins z0 dz, donc fin de la valeur absolue, et ensuite encore cette valeur absolue là. Voilà. Évidemment, il faut mettre tout ça entre crochets, puisque le 4 puissance n s'applique à tout, donc ça donne tout ça, voilà. Mais maintenant, remarquez quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, c'est 0. Pourquoi? Parce que cette fonction a une primitive. Et quand une fonction complexe a une primitive, l'intégrale sur une courbe fermée de cette fonction est nulle. Et pourquoi c'est une primitive? Ben parce qu'ici c'est une constante, et ici c'est une constante fois un polynôme. Donc évidemment, ça une primitive. Donc il reste tout simplement 4 puissance n fois l'intégrale sur le bord de delta n de ce petit taux de z moins z0. Mais on n'est toujours pas content parce qu'on a toujours cette dépendance en n qui n'est pas explicite. Donc maintenant, on va utiliser l'estimateur fondamental, donc, qui nous dit que ceci est plus petit ou égal à 4 puissance n fois le suprémum sur z, mais z dans quoi? Z, on va le mettre dans delta n de z moins z0, du petit taux de z moins z0, donc c'est en valeur absolue, fois la longueur de ce bord, delta n. Donc là, le suprémum s'applique à ça. Et ensuite, voilà. Donc maintenant, on a ça, donc on préfère, on a la longueur de notre triangle, on va la déterminer par la suite. Et ici, on a le suprémum, donc en fait, on peut écrire, puisque z doit être dans le triangle,
la distance sera toujours plus petite que la longueur du triangle elle aussi. Donc en fait, on a que ceci est en tout cas plus petit ou égal à 4 puissance n fois la longueur donc là donc j'écris simplement ça, hein, donc j'écris simplement ça, fois, maintenant le suprêmum, bah, ça va être petit o de, bah, du coup, cette longueur qui est maximale, puisque z moins z0 sera toujours plus petit que la longueur du périmètre du triangle. Z moins z0 sera toujours plus petit que cette longueur. Donc, le suprêmum sera plus petit que le petit o de cette longueur. Et maintenant, tout est bon. Il reste juste à déterminer ça. Et ce que je propose, c'est que ceci, la longueur du périmètre de notre triangle delta n, est même pas plus petite ou égale, mais est égale à, non pas à 4 puissance moins n, mais à 2 puissance moins n, fois la longueur initiale de notre triangle. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, qu'est-ce que c'est ce delta n, hein? C'était le nème triangle qu'on avait divisé. Et comment on les a divisés, ces triangles? De la façon suivante. On avait coupé au milieu. Donc ici, on avait A sur 2, par exemple. B sur 2, B sur 2. Et C sur 2, C sur 2. Donc on avait coupé nos longueurs A, B, C de telle façon. Ensuite, on avait du coup notre premier triangle delta 1 qui était parmi ceux-là, et qui est par exemple celui-là, mais peu importe lequel c'est. Et ben, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que par un théorème de géométrie, mais aussi par visualisation géométrique, ce segment est parallèle à ce segment. Ok? Donc, ces angles sont égaux. Ces angles sont égaux, mais aussi cette longueur est égale et cette longueur est égale. Donc, bon, bref, par visualisation géométrique, on se rend compte qu'en fait, cette longueur doit être égale à cette longueur. Donc en fait, on a ici aussi A sur 2. Ici, on a B sur 2, ici, on a C sur 2. Donc en fait, la longueur du bord de delta 1, c'est quoi? C'est A sur 2 plus B sur 2 plus C sur 2. Donc c'est en fait une demi fois la longueur du bord de delta. Donc ça, c'était pour le premier triangle delta 1. Mais évidemment, ça marche pour la longueur du bord de delta 2, qui est aussi une demi fois la longueur du bord de delta 1, qui est lui-même une demi fois la longueur du bord de delta initial. Donc en fait, la longueur du bord de delta n, c'est égal à 1 sur 2 puissance n fois la longueur du bord de delta n. Donc c'est en fait égal à 2 puissance moins n fois la longueur initiale du bord de delta. Donc on a bien cette égalité. Et donc, maintenant si je reviens depuis le début, on a que l'intégrale sur le bord de delta de f de z est plus petite ou égale à 4 puissance n fois 2 puissance moins n fois la longueur initiale du bord de delta fois le petit o de quelque chose qui est aussi 2 puissance moins n fois la longueur du bord initial de delta. Et donc, ceci est bien évidemment égal à 2. Donc on a 2 puissance 2n fois 2 puissance moins n fois la longueur du bord de delta fois le petit o. Donc maintenant, on a 2 puissance n qui reste, fois la longueur du bord du triangle, fois un petit o de 2 puissance moins n, fois la longueur du bord du triangle.
Mais notez qu'en fait, ça, c'est aussi un petit taux de 2 puissance moins n. Alors, pour comprendre ça, il faut se souvenir de ce que c'est un petit taux. Donc là, le petit taux que j'ai écrit, c'est que on dit que Fn est petit taux de 2 puissance moins n si limite, lorsque n tend vers l'infini, de Fn sur 2 puissance moins n égale 0. Voilà. Donc ça, c'est la définition du petit taux. C'est toutes les fonctions. Donc, on écrit petit taux de 2 puissance moins n, n'importe quelle fonction qui satisfait ça. C'est ça la notation petit taux. Mais donc, si une fonction satisfait ça, elle satisfait aussi ça, pour toute a plus grand que 0, ou plutôt même non nul. Constant, donc, par rapport à n. Et donc, en fait, ça, c'est la définition de Fn est petit taux de a fois 2 puissance moins n. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand une fonction est petit taux de 2 puissance moins n, elle est aussi petit taux de a, une constante, fois 2 puissance moins n. En général, si une fonction est petit taux de a fois g de n, elle est aussi petit taux de g de n. Voilà. Donc là, c'est la définition de petit taux. Donc là, évidemment, cette définition, c'est pour n tend vers l'infini. Puisque là, on s'intéresse à la fonction au voisinage de n égale l'infini. Donc, ça, c'était un petit rappel, du coup, sur les petits taux. Donc, on a que notre intégrale de f de z est plus petit ou égal à 2 puissance n, ce terme, fois la longueur du bord du triangle, fois un petit taux de 2 puissance moins n. Mais on a aussi vu, donc là, la longueur du triangle, en fait, on l'a déjà. Sauf que maintenant, ce que je vais dire, c'est qu'en fait, ça, lorsque la limite... Donc, on peut aussi dire que l'intégrale de f de z est du coup plus petite ou égale à la limite lorsque n tend vers l'infini de ça. On applique simplement la limite des deux côtés. Mais on sait que 2 puissance n, c'est la même chose que 1 sur 2 puissance moins n. Maintenant, on a donc fois le petit taux de 2 puissance moins n, fois la longueur du bord du triangle. Et par définition du petit taux, c'est tout simplement 0 fois la longueur du triangle, donc 0. Donc on a prouvé que la valeur absolue de l'intégrale égale 0. On sait aussi que la valeur absolue de l'intégrale est plus grand ou égale à 0, parce que la valeur absolue est toujours positive. Donc, la valeur absolue de l'intégrale est égale à 0. Donc c'est l'intégrale sur le bord de delta. Je ne sais pas si je l'avais précisé, oui. Et donc, par la positivité de la valeur absolue, c'est que l'intégrale elle-même est 0. Et donc, on a démontré le théorème, le lemme de Gourza. Voilà. Donc ce lemme va être très utile pour démontrer le théorème intégral de Cauchy, que je démontrerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire.